Monsieur le vice-bâtonnier, monsieur le procureur général, monsieur le conseiller d'État, madame la juge, maître, mesdames, messieurs, chers amis du Collège Belgique, permettez-moi, comme je le fais toujours à l'entame de ce cycle, de vous dire combien, en tant qu'administrateur de ce collège, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir et combien aussi, surtout, je suis impressionné par l'audace de notre partenaire, le barreau francophone, qui ne recule vraiment jamais devant aucun sujet. Aussi compliqué soit-il, et surtout au cœur d'une actualité brûlante, si l'on se reporte aux chroniques judiciaires de ces derniers jours. Et ceci avec la même audace d'inviter à la fois, certes, les meilleurs experts de la question traitée, mais surtout des acteurs immédiats, acteurs de référence, dont les mêmes chroniques elles-mêmes nous informent, autant que faire se peut, du rôle décisif qu'ils jouent. Reconnaissons donc, mesdames, messieurs, que le cadre de ce cycle Justice en vérité, à cet égard, est un cadre véritatif et, pour cette raison, un cadre où se montrent toutes les exigences d'un régime démocratique. Je veux dire par là la liberté académique pour cette académie et bien entendu la liberté d'expression. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons déjà traité dans ce cycle, par exemple, les rapports avec la presse, et notamment la question importante de la présomption d'innocence, où c'est dans un même esprit que nous avons reçu ici même, cette soirée fut merveilleuse, monsieur le procureur Moinil. Et dès lors, comme administrateur de ce collège, je tiens évidemment, et plus que tout, à ce que ces espaces qui sont les nôtres soient des espaces de liberté et des espaces de l'éducation de la parole en démocratie. Maîtres, mesdames, messieurs, dans vos cours et tribunaux, les méthodes sont là pour organiser la circulation de la parole des humains. Et sans aucun doute, parmi elles, l'organisation par la triangulation est-elle sans aucun doute de la plus haute et nécessaire exigence. Ici aussi, nous y tenons beaucoup, avec d'autres méthodes, certes, mais en tout cas avec la même exigence de respect, de neutralité et d'impartialité, car nous ne sommes pas dans un lieu de la militance, nous sommes dans un temple de la raison critique au service de la construction démocratique. Merci donc, chers amis du barreau francophone, merci très chaleureusement pour ce que vous nous apportez et merci spécifiquement de ne reculer devant aucun sujet aussi complexe et aussi difficile soit-il. Et en ce bref mot d'introduction, précisément celui de la justice négociée fait véritablement partie de cela. Il est tellement complexe et tellement, si vous me permettez, en cette vesprée, une forme de bassesse de langage, il est tellement explosif qu'il mérite d'être traité ce soir. J'ai bien observé, mesdames, messieurs, les déchaînements, notamment dans les réseaux sociaux, la semaine passée, quand dans le cadre d'une affaire qui a été rendue publique, un avocat d'une cliente mêlée à la cause et bénéficiant en toute apparence d'une procédure dite transactionnelle, a dit que sa cliente, je le cite, sa cliente niait farouchement toute culpabilité et souhaitait ne pas devoir affronter un procès qui allait être très lourd en raison de la longueur et du temps qu'il aurait fallu lui consacrer. Fin de citation de l'avocate. Sur les réseaux sociaux, tollé, bien entendu. Et il me semble que nous ne devons pas avoir la tentation hautaine et donc méprisante de nous draper dans les habits de ceux qui ne veulent pas voir, de ceux qui ne veulent pas lire, ce que disent et parfois ce que hurlent les passions humaines. Nous l'avons lu et je ne peux évidemment pas en faire le catalogue ce soir, mais enfin, qu'avons-nous lu ? Justice occulte, justice exsangue et sans moyens, au point de ne plus être capable de conclure. Justice de procédure administrative, longue, paresseuse, désœuvrée, au point de jeter le bandeau aux orties et de laisser tomber bas la balance de la justice. Ou encore, petits arrangements entre élite et parvenus,
ou encore manœuvres dilatoires, perverses, expertes en capacité d'allongement des procédures et autres questions préjudicielles, ou encore transactions sonnantes et trébuchantes de ceux qui en ont, tant ils se sont enrichis, et manœuvres, donc, qui ne font que creuser le fossé entre ceux qui en ressortent selon la formule insolvable et endettés à vie, et ceux qui, tel Judas, jettent en leur fort intérieur les piécettes avec lesquelles ils pensent peut-être pouvoir savourer le soleil couchant des grands soirs. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est souvent cela, la perception publique, en tout cas, de la négociation. Et il est par conséquent bien difficile de faire comprendre que pourtant, parce qu'il s'agit encore et bel et bien de justice, elle cherche pourtant une honorabilité perdue, elle cherche à ce qu'elle soit retrouvée et que la justice elle-même soit bien évidemment restauratrice et réparatrice. Et comme à chaque fois, chers maîtres, mesdames et messieurs, les conseillers et les juges, je suis vraiment fasciné et admiratif de qui vous êtes et de ce que vous nous apportez dans ce cycle. Et je vais donc, comme tous les auditeurs de cette soirée, me mettre à votre école. Et j'espère que sans aucun doute, vous allez répondre à nos questions et nos interrogations les plus profondes sur ce sujet social tellement important. J'en ai une seule que je vous livre comme professeur de philosophie. Négociation, est-ce finalement le bon mot? Une négociation, selon le trésor de la langue française, c'est une action qui consiste à faire du commerce. Et en économie, c'est une discussion d'un contrat pour arriver à une conclusion. Ce sont donc, dit encore le dictionnaire, je le cite, des démarches, des entretiens qui veulent parvenir à un accord pour parvenir à conclure une affaire qui est soit du domaine privé, soit du domaine public, et donc mettre fin à un différend. Mais vous le savez bien, ce mot vient du latin negotiatio, c'est-à-dire pour les latins le commerce. Et n'oublions pas que ce mot est philologiquement et culturellement parlant pour nous pris dans un rapport fondateur entre l'osium, le loisir, et le neg-osium, dans un rapport d'infinie richesse. Et dès lors, le négocium ne peut pas se penser sans l'osium, qui en plus, à travers l'histoire de ces deux mots, ne cesse de changer de fil et de sens au cours des siècles. En effet, l'osium, il ne cesse de vaciller entre la vaine et redoutable oisiveté et le loisir studieux, voire la contemplation. Et le négocium, lui, il est tantôt une activité civique au service d'une communauté, et puis, négativement, il est l'affaire et l'affairement, surtout intéressé et souvent le plus cupide. D'ailleurs, et c'est une leçon pour ceux qui se bornent à voir les rapports individuels entre latin et germain, je ne dirais pas entre flamand et wallon, il ne faut jamais oublier que le modèle de la société de l'osium et donc de la possibilité d'une vie contemplative est originairement lié à l'émergence de la philosophie et que ce modèle s'est tout d'abord imposé dans la Grèce antique. Et il ne faut surtout pas oublier que quand ce modèle se transporte vers Rome, c'est-à-dire vers les Latins, dès le IIe siècle avant notre ère, ce modèle rencontre bien des difficultés. Les Latins ne sont pas les femmes et les hommes de l'osium. En effet, pour les Romains, l'engagement civique en faveur de l'État primait plus que tout. Et ce ne pouvait être alors que le négocium qui pouvait être valorisé, mais pour autant qu'il y eut avant une activité commerciale. Et donc, l'osium, comme temps libre, ne devait servir qu'à nourrir la vie active. Dit autrement, pas d'osium sans négocium. Eh bien, nous voilà sans aucun doute, mesdames, messieurs, au cœur du problème. Pourquoi? Mais parce que la justice et l'idée du juste reposent sur tant de principes et d'idéaux universels que nous en avons sans doute une idée très haute et peut-être même sacralisée, et que par conséquent,
ces idéaux nous apparaissent comme non négociables. Comment dès lors le plus noble pourrait-il s'accommoder de la raison calculante, du négoce, de ce qui est négocié, et des équations qu'il faut donc mettre en place? Comment éviter l'arbitraire? Comment sauver l'idée d'une justice juste qui reste réparatrice et restauratrice? En somme, comment garder la justice comme une pratique humaine? Une justice qui donc demeure auprès de nous les humains, nous qui pratiquons certes un doux commerce entre nous, mais nous aussi qui nous faisons la guerre. Et comment donc faire cela, mesdames, messieurs, sans laisser la justice retourner dans les limbes des divinités justicières, des Grecs anciens ou des Hébreux? Eh bien, je crois que ce sera sans doute un des plus beaux enjeux de savoir ce soir, en vous écoutant et en échangeant des paroles avec vous, de savoir ce que négocier veut dire. Au nom de cette académie, au nom de notre secrétaire perpétuel, de mes confrères et des consoeurs et des usagers du Collège Belgique, chers amis du barreau, mesdames, messieurs, intervenants de cette soirée, je vous remercie infiniment et très chaleureusement de nous faire l'honneur de votre présence et aussi l'amitié de vos précieuses expériences en la matière. Je vous souhaite une très bonne soirée. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette introduction riche et intéressante, parce que la philosophie, ça nous intéresse toujours. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Alors, je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. C'est la première fois que je suis là. C'est la première fois que j'exerce ce rôle. Donc, je m'appelle Marianne Warnant. Je suis avocate au barreau de Bruxelles et je suis également médiatrice et pratiquant de nombreux modes amiables. Et ma charge ce soir, c'est de modérer les débats. Donc, je vais essayer de médier autant que faire se peut et de jouer ce rôle-là. Alors, pour ma part, je trouvais que ce sujet était vraiment très, très intéressant parce qu'actuellement, tout le monde a besoin de justice. On a tous besoin de justice. Mais force est de constater que les cours et tribunaux ne peuvent pas toujours nous permettre d'atteindre la justice que nous aimerions obtenir. Et ça, c'est un point que je pense très important. Et quand on reçoit des clients chez nous, ils ont besoin qu'on règle leurs problèmes. Et ça n'est pas automatiquement un conflit qu'il faut régler. C'est un problème qu'il faut solutionner. Et pouvoir accéder à leurs besoins, c'est pouvoir également permettre la justice en tenant compte des besoins des autres. Voilà, ce sera la petite introduction que je ferai simplement, mais j'aimerais bien vous donner la parole à chacun. Alors peut-être d'abord à monsieur le procureur général qui se trouve ici à ma droite. Je vous laisse le soin. Oui, vous allez là-bas. Très bien. Je vous mets un micro là. Voilà. Bonjour à tous. Je suis particulièrement content que ce sujet vienne fort à propos, justement, suite à l'actualité qui a été citée. Heureusement, je n'ai pas pris connaissance de tous ces médias sociaux, mais je m'en doutais un petit peu, donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, la vérité judiciaire, ça ne signifie pas, et je vais peut-être rejoindre ce que dit la modératrice, aujourd'hui, la vérité judiciaire ne signifie pas nécessairement uniquement résoudre les problèmes. Il existe en dehors du droit pénal de nombreux domaines où l'on sera plus intéressé par une solution rapide que par une vérité juridique. En droit de la navigation, par exemple, les arbitrages à Londres ou même en Chine, qui est pourtant pas très populaire pour le moment, enfin si la Chine est populaire, mais bon, sont monnaie courante et préférées à des procès longs et coûteux, même si les solutions sont parfois aléatoires et sont plus des équilibrages plutôt que simplement une vérité ou une solution juridiquement où l'un gagne et l'autre perd. Alors, il y a d'abord une différence, pour moi, entre avoir raison et se voir donner raison. Ça, c'est déjà une chose, ce qui explique que chacun a ensuite sa propre vérité. Et c'est là aussi le grand débat de la justice et aussi le grand obstacle dans la justice. Parce qu'on attend de la justice, et je parle moins de la justice institutionnelle, celle que je représente ici, on attend souvent beaucoup trop de la justice, beaucoup plus que ce qu'elle ne peut vraiment donner. Je fais une petite parenthèse, mais par exemple,
lorsque l'on a pour le moment pas mal de procès en matière de droit pénal sexuel, ou lorsque l'on a le procès en matière de victimes ou des enquêtes en matière de victimes d'actes commis par des religieux, souvent on fait peser sur la victime, on fait peser sur l'auteur 200 ans d'oppression des femmes ou des années de mauvais comportement de certaines personnes de l'Église, et l'auteur qui est là devant le tribunal doit être confronté au fait qu'il a commis lui-même et pas aux autres. C'est ce qu'explique Hannah Arendt d'ailleurs dans son magnifique livre Eichmann à Jérusalem. Ça met l'auteur dans l'impossibilité de comprendre pourquoi on le poursuit, et ça le met dans un sentiment d'injustice important. Alors aujourd'hui, en fonction de la largeur du périmètre du cercle que vous tracez autour des acteurs d'un fait infractionnel et de ses conséquences, on sera confronté à la vérité judiciaire qui, moi, est plutôt importante pour, entre guillemets, les parties au procès, et même les acteurs au procès, y compris les acteurs institutionnels, à laquelle s'ajoute par exemple la vérité émotionnelle, et là c'est les parties, mais également la société dans son ensemble en fonction de la projection que l'on a, par exemple, dans le cadre de la victime. Ça m'a beaucoup frappé que tout le monde se voyait dans les victimes des attentats terroristes du 22 mars, dans les victimes potentielles, tout le monde s'y est reconnu. Tout le monde s'est reconnu, ou reconnaît plutôt, ses propres enfants dans les victimes des actes de pédophilie. Par contre, d'autres infractions plutôt dramatiques, comme par exemple les réfugiés qui meurent en traversant la Manche, il n'y a pas toujours autant de personnes qui se reconnaissent là-dedans. Et donc ça montre aussi un petit peu le côté à géométrie variable que la charge émotionnelle ou la vérité émotionnelle peut avoir. Il y a aussi la vérité cognitive. Il y a des gens qui comprennent à un certain niveau et des gens qui comprennent beaucoup moins, à qui il faut expliquer. Et donc c'est aussi un grand obstacle pour la justice aussi, et on étudie beaucoup le langage judiciaire, avec évidemment la problématique pour les acteurs du droit, c'est qu'à l'université, quand vous allez simplifier le langage judiciaire, vous risquez de vous faire buser par le prof, mais après on vous dit, mais surtout arrêtez de parler ce langage-là quand vous parlez aux autres. Donc là c'est vraiment quand même parfois une problématique. Et il y a également la vérité médiatique, qui est de plus en plus présente dans notre monde d'aujourd'hui, même une vérité qui même va au-delà de la vérité médiatique, puisqu'il faut tout de même préciser que c'est surtout la vérité médiatique qui intéresse le plus grand nombre, avec toutes les évolutions que l'on connaît en matière de vérité, ou je veux dire les déviances que l'on connaît en matière de vérité maintenant alternative, véhiculées par des médias sociaux. On a parlé des médias sociaux où chacun est son propre journaliste et même son propre juge. Je suis atterré par la méthode suivie dans l'affaire Epstein, où des centaines de milliers de documents sont livrés à la lecture de chacun, voilà, qui sans aucune formation, sans respecter le moins du monde les principes élémentaires de la recherche de la preuve, se sent libre de rendre son propre jugement, et ce sont des jugements qui restent aussi dans la mentalité des gens. Alors, en tant que procureur, je n'aborderai pas ici que le droit pénal, ou ce qui s'y accroche, puisque le dédommagement de la victime n'est pas à proprement parler du droit pénal, même si l'article 4 du Code d'instruction criminelle dit que l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Il y a beaucoup d'États où c'est séparé. D'ailleurs, en France, en matière de terrorisme, on a même séparé maintenant le débat sur le dédommagement de la victime avec un juge spécial pour les victimes et du débat devant la cour d'assises en matière de terrorisme. Cette introduction va me permettre d'expliquer un petit peu pourquoi je suis très favorable à la justice négociée. Au fil des réformes des nouvelles législations, le droit de la procédure pénale s'est vu doté d'une multitude de dispositifs opérant un glissement d'une justice pénale imposée vers une justice pénale davantage consensuelle. Et les plus grandes évolutions, c'est les 15 dernières années, avec un monde qui évolue quand même. Alors, je citerai évidemment la médiation, l'article 3 ter du Code d'instruction criminelle. Donc, l'objectif est de faciliter, et je cite l'article, la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation. C'est un article qui doit beaucoup plus être exploité. C'est un article qui est totalement indépendant du volet institutionnel. Donc, le juge, le procureur ne se mêle de rien. Mais c'est par exemple une expérience extraordinaire que j'ai pu vivre avec certaines victimes des attentats du 22 mars
et des familles d'auteurs où ils se sont rencontrés et on arrive maintenant à se rencontrer en prison entre les familles d'auteurs et les familles des victimes. Ce qui est pour moi la justice restaurative, et c'est pour moi une justice qui est vraiment capable de retisser du lien et de reconstruire un tissu d'une société. Il y a aussi l'ancienne médiation pénale, aujourd'hui médiation et mesures. On a rajouté des mesures que le procureur pouvait ajouter. L'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. Là aussi, on est véritablement un petit peu plus avec l'intervention. Évidemment, c'est le procureur qui doit envoyer en médiation pénale. Mais une fois qu'on est envoyé en médiation pénale, si tout le monde est d'accord, c'est de nouveau l'auteur et la victime avec un médiateur, évidemment, qui sont entre eux. Voilà, avec des négociations qui après, si elles n'aboutissent pas, ne peuvent pas être utilisées dans le cadre du procès pénal. Donc là, c'est deux exemples où ce sont les acteurs qui sont entre eux et qui se rencontrent entre eux. Pour moi, la justice négociée, c'est quand vous avez le procureur qui intervient aussi. Et donc, la justice négociée, c'est entre le ministère public et l'auteur de l'infraction. Et ça se fait parfois parallèlement avec une justice consensuelle, puisque parfois, la condition, c'est d'avoir un accord avec la victime. Donc là, c'est véritablement quelque chose qui, pour moi, est une alternative au procès pénal et qui est une alternative qui vaut la peine parce qu'elle met l'accent sur la communication entre l'auteur de l'infraction, le ministère public et la victime. Alors, vous avez, pour moi, je liste rapidement la transaction pénale, qui, elle, existe depuis longtemps. La transaction pénale élargie, qui, elle, existe depuis 2011. Et la transaction pénale élargie, c'est quand un juge est déjà saisi du dossier. On a donné la possibilité au procureur de quand même négocier une transaction. Et au cours de la dernière décennie, le plaidé coupable, ce qu'on appelle la reconnaissance de culpabilité, ou encore la législation sur les repentis, que je suis un des seuls procureurs, dans mon ancienne fonction comme procureur fédéral, à avoir actionné, parce qu'on a été extrêmement prudent par rapport à cette nouvelle législation. Donc en Belgique, le ministère public a le monopole des poursuites. C'est inscrit dans la loi depuis 1998. C'est pas tout à fait vrai, parce que la particularité de la Belgique, c'est que vous avez encore la constitution de partie civile, qui peut elle-même actionner l'action publique, et vous avez aussi la citation directe qui peut elle-même actionner l'action publique, ce qui rend quand même difficile d'avoir une politique criminelle cohérente par rapport à d'autres pays. En tout cas, le choix de faire appel ou non à la justice négociée revient au seul ministère public. On peut décider oui, non, mais c'est le procureur qui le choisit et qui ne doit pas nécessairement se justifier sur la raison pour laquelle il choisit. Et après ça, il devra motiver certaines choses, mais il ne doit pas se justifier pour la raison pour laquelle il rentre en négociation ou pas. Alors, c'est une évolution qui s'inscrit dans le mouvement de multiplication des alternatives de procédure pénale, selon certains auteurs, et si je cite Madame Colette, le professeur Colette Bazec, et de contractualisation progressive de la justice pénale dans ces dernières années pour pallier les lenteurs et les lourdeurs et le coût du procès pénal classique. Ça, c'est ce qu'on a dit, et je l'ai entendu encore aujourd'hui dans l'introduction. Alors, il y a un côté vrai, oui, c'est vrai. Le financement de la justice n'est pas à la hauteur de ses ambitions, et je peux encore le répéter aujourd'hui. Ça reste quand même très, 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 très difficile. On donne de plus en plus de compétences à la justice. Et je suis peut-être un petit peu comme un peintre qui a une échelle de 2 mètres et à qui on demande de peindre une façade de 15 mètres. Respecter les droits de la défense et offrir des multiples procédures de recours prend du temps, des moyens. Et je parle aussi des droits de la défense, mais de plus en plus aussi, depuis les années 70, on parle des droits des victimes aussi, qui sont importants et qui pèsent de plus en plus lourd dans le processus pénal. C'est ainsi que certains auteurs expliquent l'introduction de la justice négociée en droit pénal en prévoyant même que ces dispositifs peuvent intervenir alors même qu'un juge d'instruction ou du fond est déjà saisi du dossier. Alors il y a pour moi, sur la base de mon expérience, lieu de nuancer ce propos que j'estime fort réducteur, de réduire ça simplement à la pauvreté de la justice et à une manière d'essayer d'aller plus vite. C'est vrai que c'est intéressant, et ce serait particulièrement intéressant, par exemple, pour la Cour d'appel de Bruxelles, qui a un stock de plusieurs milliers de dossiers qu'elle ne parvient pas à récupérer, avec des dossiers, avec des gens et des justiciables qui attendent très longtemps, finalement, et qui sont très longtemps avec une épée de Damoclès au-dessus d'eux, et parfois avec des décisions qui viennent plusieurs années après, et beaucoup trop tard. Et donc, ce serait intéressant, effectivement, pour ça, de pouvoir actionner cela. Depuis la fameuse affaire Chovanec, qui a éclaté après les poursuites à l'égard de ce sulfureux milliardaire, et depuis que ces poursuites ont été éteintes suite au paiement d'une transaction pénale élargie rendue possible par la loi de 2011,
Au moment où ce monsieur rencontrait des problèmes judiciaires, la transaction pénale élargie est souvent qualifiée, je dirais même disqualifiée, un peu trop facilement, de justice de riche ou de justice de classe. Il y a une circulaire des procureurs généraux, du Collège des procureurs généraux, qui encadre cette possibilité. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas que de l'arbitraire. Justement, la politique criminelle, ça permet aux procureurs d'agir de façon beaucoup plus libre et d'avoir justement des balises pour pouvoir agir. Et donc, circulaire du Collège des procureurs généraux concernant l'extinction des poursuites moyennement paiement d'une somme d'argent mentionne que, outre le montant maximum correspondant à l'amende prévue, donc il y a déjà une limite, c'est un montant maximum, c'est prévu dans la loi, donc vous avez la limite, donc c'est pas de l'arbitraire complet, c'est le montant maximum de l'amende, je parle ici des personnes physiques. Eh bien, et cela c'est intéressant, si l'intéressé se trouve dans une situation précaire, un montant trop élevé n'est pas indiqué. C'est indiqué dans la circulaire des procureurs généraux. En principe, le suspect doit être lui-même capable de payer le montant préconisé. Par ailleurs, un montant trop faible proposé dans le cadre d'une transaction à une personne bénéficiant d'une situation financière aisée peut être insignifiant et conduire à un sentiment d'impunité. Donc ça, ce sont les guidelines, si vous m'autorisez cet anglicisme, donnés par les procureurs généraux à tous les procureurs du royaume. Dans un grand dossier de fraude à l'armée d'il y a quelques années, où le juge d'instruction avait inculpé tout le monde, du simple soldat ayant reçu un GSM, donc c'était des gens qui avaient arrosé tout le monde, donc du simple soldat ayant reçu un GSM aux fournisseurs véreux ayant produit des fausses factures pour des dizaines de millions d'euros. Eh bien, l'utilisation de la transaction pénale élargie a servi à éviter que les petits ne soient écrasés dans un procès éminemment médiatique, mais qu'ils aient quand même une sanction, et donc ne soient écrasés par le procès des grands fraudeurs, et des transactions allant de 500 à plusieurs milliers d'euros ont été conclues, tandis que les auteurs principaux, eux, étaient tenus de s'expliquer en audience publique devant le juge. C'est ce qu'autorise, justement, d'élaguer le dossier et d'aller à l'essentiel, et entre-temps, quand même, de ne pas laisser d'impunité, mais de ne pas être injuste aussi en amenant des gens devant le tribunal qui ne sont finalement que des acteurs secondaires ou des gens qui ont été pris dans la mécanique la mécanique criminelle des auteurs principaux. Les détracteurs de la justice négociée dénoncent également le fait que le débat pénal serait aussi soustrait à un juge jugé plus impartial que le ministère public, qui est pourtant tenu à un devoir de loyauté. Et récemment, on a même mis dans le code d'instruction criminelle qu'il était tenu d'informer à charge et à décharge. Donc le ministère public, en tout cas en Belgique, ce sont des magistrats, et il y a quand même lieu de le rappeler. Même s'il revient toujours à un juge de vérifier si les droits des parties ont été respectés, et depuis même l'intervention de la Cour constitutionnelle, c'est non seulement vérifier si on n'a pas mis quelqu'un sous pression pour conclure une transaction, mais en même temps aussi juger le caractère proportionnel de la transaction. Et là, c'est parfois une brèche dans laquelle s'engouffre le juge pour quand même contrôler tous les faits du dossier. Dans certains cas, ce n'est pas tous les cas, mais le juge va exiger du ministère public, sur la base du contrôle de proportionnalité, une motivation de la peine plus détaillée que la motivation souvent stéréotypée qu'il aurait fait lui-même. Et donc, même surchargé de travail, le juge n'aime pas devoir limiter son examen du dossier au contrôle marginal du respect de certains droits. Je me souviens d'un article dont le titre était « Laissez-nous juger, bordel ». Donc, voilà. Ce qu'on n'aime pas non plus, c'est la confidentialité de ces mesures. On n'aime pas ça, on a envie de savoir. Hein. C'est un petit peu les questions d'ailleurs qu'on se pose avec l'actualité. On aime savoir, même si cela a des conséquences disproportionnées pour l'auteur, et souvent là où les victimes. Les négociations sont donc confidentielles, et même les violations sont pénalement répréhensibles, ce qui me fait poser des questions sur le fameux communiqué de presse de cet avocat qui a été cité d'ailleurs avant même l'homologation de la transaction, dans lequel il dit aussi que j'étais très gentil, que j'étais plus intelligent que mon prédécesseur. Donc voilà, je lui laisserai ça pour lui-même. Mais donc voilà. Et donc ça a amené une modification, hein, la pression médiatique, mais la pression aussi au niveau des politiques, a amené une modification permettant à la juridiction qui homologue de communiquer sur la transaction et imposant de la prononcer en audience publique, même lorsqu'il s'agit d'une juridiction d'instruction. Il n'est pas dit non plus qu'il faut donner tous les détails de la transaction. Donc là, c'est à la juridiction à décider. La transaction pénale élargie n'implique pas une reconnaissance de culpabilité. C'était repris aussi dans le fameux communiqué de presse. Au contraire du plaidé coupable ou de la législation sur les repentis, par exemple.
Mais dans une communication récente, donc l'avocat d'une ancienne ministre a souligné cet argument, et c'est vrai, mais d'un autre côté, pour que le ministère public puisse proposer une transaction pénale, le fait de ne pas paraître être de nature, le fait ne doit pas paraître de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de 2 ans ou d'une peine de plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant. Il est donc clair qu'aucun procureur ne proposera ou n'acceptera de négocier une transaction s'il n'estime pas, lui, que les faits sont établis. Il me semble que dans les caricatures que l'on entend de la justice négociée, on oublie certains éléments fondamentaux. Lorsque vous êtes victime, et mettez-vous dans la peau de la victime, ne trouvez-vous pas plus confortable d'être remboursé au préalable et rapidement par l'auteur présumé ou reconnu qui désire conclure une transaction ou un plaidé coupable, plutôt que de vous retrouver souvent plusieurs années plus tard, après épuisement de toutes les voies de recours, en ayant souvent financé vous-même votre défense, avec une belle décision de justice de plusieurs centaines de pages que vous devez encore vous-même faire exécuter. Ça, c'est la position de la victime, dans laquelle beaucoup de victimes se trouvent lorsque tout le processus pénal avance. Ce mode d'extinction de l'action publique est financièrement profitable, tant aux victimes qu'aux deniers publics d'ailleurs, et c'est parfois quelque chose qui bloque les transactions, puisque le fisc bloque parfois les transactions en disant « Ah non, je ne suis pas encore remboursé, etc. » Et c'est parfois dommage, donc là, il faudrait peut-être aussi voir s'il n'y a pas moyen de faire avancer ça malgré, en priorité, dans l'intérêt de la victime. Piste pour étendre le plaidé coupable à des infractions plus graves que celles ne paraissant pas devoir entraîner un emprisonnement correctionnel de plus de 5 ans. Est-il toujours nécessaire d'avoir un gros procès ? Si l'auteur reconnaît les faits, si l'auteur rembourse, si l'auteur rapatrie des millions, et ce qui est arrivé par exemple dans le premier dossier qu'on a fait sur les repentis, l'auteur nous a dit où se trouvaient toutes ses maisons, où trouvaient ses comptes en banque, etc., etc. Ensuite, le procès et l'audience publique est particulièrement violent, tant pour le prévenu que pour la victime, jeté aussi souvent en pâture à la presse. Mon expérience est par exemple qu'expliquer autour d'une table à un auteur présumé pour quelles raisons on estime telle ou telle infraction mérite d'être poursuivi est nettement plus de nature à faire accepter et comprendre la sanction. Et pour moi, comme magistrat, c'est ça qui est essentiel. Je n'ai pas à me justifier devant l'opinion publique et à expliquer tout le contenu d'un dossier devant l'opinion publique. Mais par contre, ce qui est important pour moi, c'est que la personne qui doit répondre des poursuites comprenne la sanction et l'accepte. Et ça, c'est une base pour le futur. Une punition qui ne contient pas de futur, c'est une punition qui risque de générer des conflits plus tard et risque de ne pas améliorer le vivre ensemble. C'est pourquoi le Collège des procureurs généraux réclame depuis déjà plusieurs années de rétablir la possibilité de proposer une transaction pénale élargie au niveau de l'appel. On a parlé de négociations, mais il y a eu des négociations en 2018 lorsque, après un arrêt de la Cour constitutionnelle, on a remis en cause la possibilité de faire des transactions, et la négociation du ministre Gaines à l'époque, c'était de dire, voilà, je vais les abandonner au niveau de l'appel, parce que, voilà, ce serait peut-être une pression en plus, le fait que les gens aient été condamnés en première instance, le fait qu'en appel, à ce moment-là, ils auraient plus tendance à faire la transaction. Moi, je dirais pourquoi pas. Ils peuvent essayer en première instance, et puis après, ils sont toujours libres d'accepter ou non la transaction. Par ailleurs, si je prends la législation spécifique sur les repentis, l'avantage pour la société en termes d'informations reçues, et même dans certains cas de danger potentiel ou futur évité, est parfois incalculable. C'est une des seules mesures qui a permis aux autorités italiennes de prendre le dessus dans la lutte contre les structures mafieuses. Et je termine, nous sommes à une époque où on regarde la justice de façon monétarisée. De plus en plus, on regarde le terme de coût, on demande au Collège des procureurs généraux de signer un contrat cadre, donc une convention cadre qu'on a normalement donnée à Proximus ou à la Poste, lié à des objectifs, et souvent des objectifs financiers. On veut vous créer un parquet national financier, on vous dit ça doit rapporter autant. Voilà. Et donc là, c'est vraiment une époque quand même qui est assez troublée par rapport à ça ou par rapport aux idéaux de la justice. Une époque où le conflit est revenu en grâce comme moyen de résoudre les problèmes, et que les prétoires font de moins en moins exception à la règle, malheureusement. On regarde toute la crise par rapport au nombre de récusations. Ça montre que la culture du conflit arrive véritablement dans les prétoires. J'estime qu'il est particulièrement important de promouvoir une culture du dialogue. Et préalablement dans la justice négociée, préalablement à la négociation, il y a d'abord le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de négociation après. Donc pour faire écho à ce que vous avez dit.
Donc, il faut conserver l'engagement de construire des ponts, de dialoguer, de se parler, même si ce n'est pas facile. C'est toujours mieux que la violence. Et c'est pour moi la raison essentielle pour laquelle j'estime que la justice négociée doit être promue au-delà de la culture de la sanction, de l'illusion de la tolérance zéro, du voyeurisme judiciaire et même de l'envie de se faire justice soi-même sans connaître le dossier. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le procureur général, sur cet aperçu de la médiation en matière pénale, parce que on n'imagine pas la négociation même en matière pénale. Eh bien, si, en fait, elle existe, elle fonctionne, et avec ce rôle très particulier du procureur entre l'auteur et la victime, je pense que ça mérite réflexion. On va enchaîner peut-être toujours en matière pénale avec Maître Benjamin Bovy, qui est donc avocate spécialisée en matière de droit pénal. Voilà, si tu veux. Puisqu'on a pris le pli, je vais y aller. Je vous remercie. Alors, je vais être plus courte que Monsieur le procureur général qui a extrêmement bien dressé le tableau. Donc, moi, je suis avocat. Je pratique principalement le droit pénal. Donc, on dit avocat pénaliste. On va vous parler aujourd'hui, donc on parle de justice négociée. Je sais que Madame Franquignoul va vous parler de la médiation et des règlements amiables en matière civile et commerciale, parce que en tant qu'avocat, nous, on peut brasser plusieurs matières. À Bruxelles, on est très spécialisé, mais on est censé intervenir dans un tas de matières. Et il est clair que il est un tas de mécanismes et on a souvent intérêt, avec nos clients, à envisager plutôt qu'un procès qui est long, lent, coûteux, des solutions alternatives pour parvenir à résoudre, et j'aime bien la formule de Madame Moirnan, un problème. Je vais, moi, quand même me concentrer sur la question pénale. Je reviendrai probablement dans les échanges sur la médiation en matière civile et commerciale, mais ça, je pense que quelqu'un parlera mieux que moi. Et je vais rebondir alors sur le propos de Monsieur le procureur général, parce que moi, je suis l'autre acteur de cette fameuse médiation pénale et de cette transaction pénale, puisque je défends parfois des auteurs de faits infractionnels et parfois des victimes de faits infractionnels. Alors, vous avez parlé, Monsieur le procureur général, c'est vrai qu'on a 4 modes, entre guillemets, de justice négociée en matière pénale. Vous avez parlé du plaidé coupable et du repenti. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que force est de constater que c'est quand même encore extrêmement peu appliqué. Repenti, j'ai connaissance d'un dossier, il y en a peut-être eu 2, dans lesquels on est parti sur le repenti, mais c'est donc le repenti, ça peut intervenir à plusieurs stades même de la procédure. C'est la personne, en fait, qui vient donner des informations sur l'organisation criminelle dans laquelle il est impliqué, je vais dire classiquement, et en échange, il reçoit un cadeau sur la peine ou un cadeau sur son exécution de peine. Et je suis heureuse, Monsieur le procureur général, de vous entendre dire que c'est peut-être une méthode pour lutter contre le narcotrafic, parce que force est de constater, l'actualité nous le dit tous les jours, le narcotrafic est plus qu'un problème. Je crois qu'on emploie parfois dans le parquet, je suis d'accord, on mène une guerre contre le narcotrafic. Je ne sais pas comment on va gagner cette guerre. De toute évidence, jusqu'à présent, on incarcère beaucoup, mais je n'ai pas eu un ressenti d'amélioration. Et donc, il faut peut-être en effet envisager d'autres pistes pour réussir à couper la tête de l'hydre. Mais repenti, très rare. Le plaidé coupable, un peu moins rare, mais on parle de ces méthodes négociées, ce sont les 2 plus récentes. Il y a aussi un état d'esprit dans les parquets qui doit se mettre en place, parce que le procureur est clairement l'acteur central. Moi, avocat, vous allez le comprendre, je peux donner des envies, je peux essayer de susciter un désir, mais je n'ai pas fondamentalement la main là-dedans. Et on voit qu'il y a, en fonction de certains arrondissements judiciaires, vous prononcez le mot plaidé coupable, ils font une attaque cardiaque immédiatement parce qu'ils ne comprennent pas. Et même à Bruxelles, je dois le dire, vous me pardonnerez, Monsieur le procureur, mais c'est un peu sous le tapis. Il est notamment, et vous avez raison, je plaisante, mais l'arriéré judiciaire à Bruxelles est considérable. Et c'est pas du tout la faute des magistrats, mais il y a un vrai problème de cadre et de financement, il faut le dire. Et donc nous nous retrouvons avec une cour d'appel où, en effet, maintenant il est coutume, j'ai une affaire, j'arrive à une audience d'introduction en 2026 et on me dit vous plaiderez en 2029. Et c'est pas sûr que je vais plaider en 2029. Je parle en matière pénale. Il y a des chambres qui ont accumulé un tel retard que, sous le manteau, l'avocat général de la chambre vient nous dire « j'ai pour instruction, pour essayer de diminuer un peu la charrette, de proposer « on peut venir me voir pour un plaidé coupable ». Mais il y a vraiment une petite notion de sous le manteau, comme si c'était pas assumé,
Parce qu'il y a aussi, il faut bien le dire, il y a le réflexe du parquet, mais il y a aussi le réflexe des magistrats, des juges qui siègent et qui doivent juger, qui n'aiment pas toujours qu'on vienne leur retirer. Quand il y a un plaidé coupable, c'est un accord que je négocie avec le ministère public. Bon, on est tous les deux d'accord, ok, 3 ans d'emprisonnement, très bien. Et le juge, finalement, n'aura plus grand-chose à dire. Donc, on sent quand même qu'il y a une mentalité qui doit évoluer sur ces deux points. Alors, on a parlé, donc vous avez les 2 principales voies de justice négociée que nous avons en matière pénale sont la médiation pénale et la transaction pénale. La différence entre les deux est que la transaction pénale ne peut s'envisager pour des faits qui ont entraîné une atteinte grave à l'intégrité physique. C'est important. Ce qui veut donc dire, donc, la transaction pénale, c'est cette idée, donc c'est pas cette idée, c'est le moyen par lequel, moyennant le paiement d'une somme d'argent, l'action publique est éteinte, il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura donc pas de jugement, pas de condamnation, pas de casier judiciaire pour ce fait-là. Alors, transaction pénale, on pense justice de riche, mais déjà, il y a une méconnaissance des gens, on ne peut pas conclure une transaction pénale pour un viol. S'il y a viol, il y a atteinte à l'intégrité physique, on ne peut absolument pas envisager la transaction pénale. Donc la transaction pénale, en pratique, on la retrouve surtout dans la délinquance financière. C'est peut-être ça qui fait parfois parler de justice de riche, mais il y a un lien, parce que, et ça je le déplore un peu, j'ai déjà suggéré, tenté de susciter ce fameux désir de transaction pénale dans des faits qui n'étaient pas ce qu'on appelle à proprement parler du pénal financier. Parce que je partais du principe, j'avais notamment un dossier qui consistait avec des fraudes, avec des permis de conduire, et bref, il y avait un petit trafic de voitures qui certes est tout à fait déplorable et tout à fait regrettable, mais il n'y avait aucune atteinte à l'intégrité physique, jamais. On était sur un pur but de lucre. Et on était sur une délinquance économique qui était faite par ailleurs au préjudice de grands groupes. Mais je sentais dans le chef du parquet, vol, non. Non, pas la transaction pénale. Je ne vois pas pourquoi. Et en fait, il y a aussi une mentalité du ministère public à changer, à ne pas penser que la transaction pénale doit être réservée aux affaires financières et justement pour lutter un peu contre ce sentiment de justice de riche. La médiation pénale, c'est différent. Elles ont un critère commun, c'est que dans les 2 cas, le procureur qui la propose, dans sa tête, il ne la propose que quand il se dit « je ne vais pas requérir plus de 2 ans d'emprisonnement ». Ça n'est pas la peine qui est inscrite dans le code, c'est la peine qu'il pense pouvoir requérir. Et la peine qu'il pense pouvoir requérir, il va la peser en fonction des éléments du dossier, la gravité de l'infraction, l'attitude de l'auteur, le délai raisonnable aussi, parce qu'il arrive que le procureur se dise si ce dossier avait été connu il y a 5 ans, j'aurais sans doute envisagé de réclamer une peine plus élevée que 2 ans, mais aujourd'hui, de facto, avec le dépassement du délai raisonnable, je suis obligé de diminuer la peine et donc on peut passer dans des mécanismes qui permettent transaction et médiation. Et moi, je serais d'avis qu'on devrait peut-être voir ce délai de 2 ans, qui en plus est assez artificiel, puisque c'est dans la tête du procureur. Moi, je ne suis pas dans la tête du procureur, ils ont chacun leur sensibilité, c'est un peu compliqué. Donc la médiation, la différence, c'est que la transaction pénale, il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte à l'intégrité physique, mais la médiation pénale peut s'envisager même avec une atteinte à l'intégrité physique. Et donc, c'est comme ça qu'on se trouve parfois avec des médiations pénales pour des faits de coups et blessures ou pour des faits de mœurs, en ce compris dans certains cas, un viol. J'ai eu une fois, pour une victime, une médiation pénale qui m'a été proposée par le parquet parce que les faits étaient anciens. Et tout choquant que ça puisse paraître, j'ai compris la logique. Mon rôle à moi en tant qu'avocat, parce que finalement c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord, je disais, d'essayer de susciter l'envie dans le chef du ministère public, et là c'est surtout quand je suis l'avocat de l'auteur d'une infraction, de se diriger vers une transaction ou une médiation. Et ça implique, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, on dit transaction et médiation n'implique pas une reconnaissance de culpabilité, mais comme monsieur le procureur général vous l'a dit, le parquet ne l'envisagera que s'il estime les faits établis. Et il est quand même très rare qu'une personne tout à fait innocente me dise on va se lancer sur une médiation ou sur une transaction, parce que nous, le premier critère que nous apprécions, c'est le risque et le gain qu'on a à aller vers ce type de mesure. Et mon rôle à moi en tant qu'avocat, donc c'est d'abord de recueillir et de voir un peu dans quel état d'esprit est mon client. Quand j'interviens pour une victime,
Mon rôle à moi est aussi de lui expliquer que ça peut être dans son intérêt à elle de ne pas aller vers le procès pénal. Et les avocats, nous essayons de nous former et de changer aussi notre mindset, parce que de prime abord, vous parlez avec certains avocats plus expérimentés que moi, qui diront non, un avocat ça plaide. On revoit fondamentalement cette approche de notre métier, et de plus en plus, nous avons des gens avec un problème et l'idée de trouver une solution à leur problème. Et je dois dire, la justice pénale a ses vertus, mais quand on a une victime, et singulièrement de faits qui l'ont profondément meurtri, tels que les atteintes à l'intégrité sexuelle ou les coups et blessures, ou des choses qui les ont touchés, le procès pénal ne les répare jamais. Parce qu'un procès pénal tel qu'il est conçu aujourd'hui, et je mets à l'écart la cour d'assises, parce que là je trouve que la cour d'assises, parce qu'elle prend le temps, parce que là, une cour d'assises, ça dure, et on écoute la victime, et on revoit le dossier en profondeur. Là, elle a un peu un sentiment de réparation, malgré tout, qu'on ne retrouve pas dans un procès correctionnel ordinaire. Vous avez été victime d'un viol, une femme victime d'un viol, le procès de l'auteur va durer 2 petites heures, on va lui donner la parole 2 petites minutes, on va se concentrer sur l'auteur et pas sur elle, et je dirais que dans 99% des cas, à la sortie, elle n'est pas contente. Même si elle a eu le montant qu'elle avait rêvé dans ses rêves les plus fous, elle n'est pas contente, elle n'est pas réparée. Et donc, moi, avocat, mon rôle est aussi, quand j'ai une victime, de dire que finalement, parfois, la médiation pénale ou la transaction est une meilleure manière d'être réparée et de bien informer sur la manière dont va se passer le procès pénal. Donc, en pratique, j'ai la victime, puis parfois je suis l'avocat de l'auteur, où là je vais dire, ça peut être monsieur dans votre intérêt ou madame dans votre intérêt d'avancer d'une autre manière, ça vous coûtera probablement moins cher parce que ce sera moins long qu'un procès, et ça permet alors de restaurer une paix. Pas toujours. Parce que la médiation pénale, la transaction pénale, on est souvent dans de la délinquance économique. Alors je ne dis pas que le fait d'avoir été escroqué ne vous crée pas un préjudice. Et il y a des préjudices émotionnels importants, et donc ça aussi, il faut l'entendre dans la transaction pénale. Il y a quelque chose de très mécanique et de très peu tourné, en tout cas dans la transaction pénale, vers l'humain. En gros, l'avocat de la défense et l'avocat de la partie civile vont échanger des écrits, on va se parler pour dire « vous voulez autant, moi je suis prêt à donner autant, ok, moi je suis pour ceci », on va tomber plus ou moins d'accord. Et puis, l'avocat de l'auteur aura aussi une autre phase négociée avec le ministère public sur le montant qu'il va payer sur la transaction. Et puis, juste petite note, transaction pénale, on oublie de parler d'une toute petite chose, il y a pas mal de gens dans cette salle qui ont probablement déjà, sans même s'en rendre compte, conclu une transaction pénale, c'est quand vous commettez un excès de vitesse et que vous recevez ce qu'on appelle une amende. En réalité, c'est le ministère public qui vous dit, voilà, je propose de transiger, voilà le montant, ou vous payez. Si il n'y a pas de négociation. Là, quand quelqu'un vient me voir on m'a demandé 145 € parce que j'ai brûlé un feu rouge, j'ai dit, monsieur, je peux pas écrire au parquet pour demander moins, ça va pas passer, ou vous payez, ou on va devant le tribunal. Mais donc voilà. La médiation pénale, là, c'est vrai que le pan consacré à la victime est plus important. Et souvent les gens pensent, médiation pénale, ça veut dire qu'on va les mettre tous les deux autour d'une table. Pas du tout. On a un assistant de justice qui est formé à ça, qui va rencontrer la victime, recueillir son ressenti, ses demandes, en parler avec l'auteur. Elle va aussi rencontrer l'auteur, recueillir son ressenti, son vécu, ses excuses, les transmettre à la victime. Parfois, à la fin, on arrive à les mettre autour d'une table. Parfois pas, mais au moins, il y a eu un dialogue. Alors, au moins, il y a eu un dialogue quand la victime veut bien y participer. Parce qu'en réalité, la procédure de médiation pénale, c'est surtout une médiation entre le procureur et l'auteur. Médiation et mesure. Et médiation, c'est-à-dire le procureur va dire très bien, je vous envoie pas devant le tribunal, par contre, vous allez respecter telle et telle condition. Classiquement, un auteur de violence conjugale, monsieur, vous allez faire une formation en gestion de la colère, de l'impulsivité, vous aurez éventuellement un suivi psychiatrique à suivre, et si vous respectez ces conditions, pendant le temps que je vous donne, alors très bien après, j'efface, ça n'existe plus, vous n'avez pas de casier judiciaire. Et puis en parallèle, il y a cette médiation avec la victime. Mais si la victime dit « je ne veux pas y participer », tant pis. Le processus plutôt se fera sans elle, et la discussion se fera avec le ministère public. On a une petite marge parfois de négociation quand on doit malgré tout négocier avec le ministère public sur le type de mesures qui peuvent être envisagées. On a des discussions, mais globalement, c'est quand même extrêmement fort le ministère public qui a la main.
Je disais que je serais brève et j'ai déjà l'impression d'être beaucoup trop longue, donc je vais laisser la parole à mes collègues qui parleront certainement mieux que moi. Juste une petite chose. Vous avez eu, je crois, Monsieur le procureur général, on parlait du fait le public n'aime pas les transactions, les médiations parce que c'est confidentiel et qu'on aime savoir. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose, mais c'est une réflexion plus sociétale qui me dérange profondément. Parce que qu'est-ce que ça traduit aussi? Ça traduit une méfiance constante à l'égard des institutions et du pouvoir judiciaire. On est dans une société de la transparence à outrance par moment, même de nos émotions qu'on doit exposer sur la place publique en permanence, et il faut que la justice soit comme ça. Or non, ça n'est pas, et je crois qu'il y a un travail à faire en nous-mêmes d'admettre qu'il faut faire confiance à l'institution judiciaire. Et que si à un moment on a estimé qu'une transaction était opportune ou une médiation, c'est qu'il y a des gens qui sont qualifiés, qui connaissent le dossier, qui connaissent leur métier, qui en sont arrivés à la conclusion que c'était la meilleure manière de conclure cette affaire. Je sais que le complotisme a énormément le vent en poupe en ce moment. J'en serai toujours un ardent pourfendeur et je pense sincèrement que vous pouvez faire confiance à l'institution judiciaire qui, malgré un bateau qui prend l'eau de toutes parts, faute de financement, tient quand même plus ou moins le cap. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bovy. Voilà, nous avons parlé de la médiation, de la justice négociée en matière pénale, qui, il faut bien le savoir, ne correspond pas à la médiation telle qu'elle est définie par d'autres droits, et en tout cas dans le Code judiciaire depuis la loi de 2005. Et je pense que Madame Franquignoul, qui est juge au tribunal de commerce, va notamment nous parler de ce thème-là. Merci. Oui, donc on va sortir du cadre pénal. Donc moi, je vais vous emmener dans le cadre civil au sens large. Donc ça veut dire aussi bien ce qui se passe au niveau du tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise, tribunal du travail. Au première instance, il y a un appel. Donc on est en dehors vraiment de tout le volet pénal dont on vient de vous parler. Et donc je vais appeler ça le volet civil au sens large. La médiation n'a en fait pas grand-chose à voir avec tout ce dont on vient vous parler. La médiation, c'est quoi? Maître Warnan vient de vous le dire. En fait, ça a été introduit dans notre système judiciaire avec une loi de 2005. Et donc, ça date d'il y a pas tellement longtemps, hein, quand on voit, ça fait une génération, on va dire. Et on va se dire, mais pourquoi c'est introduit? Et en fait, je pense qu'on vous a parlé, il y a des choses, beaucoup de choses qui bougent depuis 15 ans. Moi, je vous parle de cette loi, donc, d'il y a 20 ans. Eh bien, j'ai l'impression que ça fait à peu près une génération, enfin, une vingtaine d'années, que l'être humain est en train de vouloir revenir vers l'humain. Il y a eu une extrême judiciarisation généralisée, le nombre de lois qui sortent, je veux dire, il y a un exercice que je trouve assez intéressant, c'est de regarder le code il y a 50 ans et le code aujourd'hui. Voilà, heureusement qu'on ne les imprime plus. Mais donc, on voit vraiment qu'il y a énormément de lois qui sortent pour chaque chose qui se passe. Il y a une règle qui doit être édictée pour savoir comment on va gérer cette chose-là. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu le sens, on a un peu perdu l'essentiel. Et on se limite alors toujours à ces lois et à ce qui est écrit sur le papier. Et je pense qu'on allait peut-être tellement loin là-dedans qu'il y a une espèce de direction retour qui dit mais les papiers, les règles, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le justiciable, il y a l'humain, et toutes ces règles n'ont que pour but de solutionner, on vous l'a dit, des différends, des problèmes, des conflits d'êtres humains. Et on part toujours de l'être humain. Et je pense maintenant que ça fait un petit temps qu'on est en train de se dire on doit revenir vers l'humain. Et donc 2005, la loi qui introduit cette médiation, qui la cadre, parce que dans un milieu judiciaire, on doit cadrer les choses quand même, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Et donc on s'est dit voilà, quand il y a des conflits, il n'y a pas uniquement le magistrat qui va régler et trancher. Il y a moyen de régler ça à l'amiable, dans un certain cadre, pour avoir quand même des assurances au niveau des compétences, du cadre et des techniques utilisées. Et donc, on va aussi dire, le magistrat va pouvoir renvoyer en médiation. Donc, la médiation, donc, ça, ce n'est pas le tribunal. Le tribunal, le juge n'est jamais médiateur. Le médiateur est extérieur au tribunal.
Et ce n'est pas d'office un magistrat, un avocat. Ça peut être n'importe qui. Le fait d'être avocat n'est pas une condition pour être médiateur. Il y a des médiateurs psychologues, il y a des médiateurs entrepreneurs, il y a toutes sortes de médiateurs. Pour être médiateur, il faut faire une formation dans laquelle on apprend des outils pour justement essayer de trouver des solutions amiables. Et donc, quand le procès arrive devant le juge va peut-être se dire, bien ici, la décision de justice n'est peut-être pas ce qui est nécessaire pour le justiciable, il a peut-être besoin d'essayer de trouver une solution autre, non judiciaire. Et le magistrat va alors pouvoir le renvoyer devant le médiateur. Et le médiateur, il va donc principalement se pencher sur, vous l'avez sans doute entendu tout à l'heure, ce qu'on appelle les besoins et les intérêts, c'est-à-dire de revenir vraiment à ce que cherche le justiciable, d'essayer de retrouver quel est ce qui a débuté, comment le conflit est né, quels sont les malentendus, qu'est-ce qu'il recherche, pourquoi les parties sont rentrées en conflit. Et en posant toutes ces questions, le questionnement est extrêmement important dans la médiation, on va comme ça nettoyer un petit peu tout le conflit, on va revenir à l'essentiel et on va revenir à l'humain et souvent à ce moment-là, la solution va émerger. Donc ça, c'est de la médiation. Donc ça, c'est ce qui se fait en dehors des tribunaux. Donc le magistrat au tribunal, donc je dis, lui, il n'est pas médiateur, il va donc renvoyer en médiation. Et puis si la médiation n'aboutit, le dossier peut revenir chez le magistrat, et alors le magistrat tranchera en appliquant les règles applicables, les règles de droit. Et donc on reviendra au judiciaire. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place en 2005. En 2014, il y a une loi aussi qui est sortie, et cette fois-ci, c'était pour développer et promouvoir l'amiable au niveau des tribunaux de la famille. On se dit, la famille, c'est des endroits où il y a énormément d'émotions et où ce dont on a besoin, c'est pas juste de l'application de la loi. On a besoin, là, clairement, de discuter, de trouver des solutions. Et la place de l'amiable, là, a vraiment tout son sens et son intérêt. Et donc, en 2014, là, on a dit, en fait, les magistrats, ils seront pas là que pour décider et trancher. Ils vont aussi être là pour essayer d'aider les parties à trouver des solutions. Et ils vont mettre en place les chambres de règlement amiable au sein du tribunal de la famille. Idem, les magistrats ont une formation spéciale parce que c'est vraiment deux métiers différents que de décider pour les parties d'appliquer du droit ou ne pas décider pour les parties, mais écouter les parties et essayer de les aider à trouver leur solution à elles. Donc c'est vraiment un métier différent qui demande des formations différentes. Donc tribunal de la famille, ces chambres de règlement amiable ont été mises en place. Ça marche extrêmement bien. Et puis, il y a le volet civil, entreprise, travail. Là, il n'y avait rien de mis en place au niveau de l'amiable, mais il y avait bien sûr les magistrats qui, de manière individuelle, vont avoir des sensibilités et lors de leurs audiences, vont quand même essayer d'aider les parties à trouver des solutions amiables à leurs conflits. Et il y a un moment, on va se dire, mais en fait, c'est pas juste qu'on puisse faire de l'amiable qu'en matière de la famille. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les faire dans les autres conflits. Et donc, les magistrats dans les autres matières que familiales vont développer petit à petit cet amiable également. Alors, il y a certains magistrats ou même des non-magistrats qui vont se dire « mais c'est pas vraiment le travail du magistrat. Le magistrat, on le voit comme celui qui juge, qui tranche et qui rend des décisions. » Donc, il y a des discussions en train de savoir, mais le magistrat, est-ce que c'est vraiment son rôle si la loi ne le permet pas? Et donc, en 2018, il y a une loi qui va couper court à toutes ces discussions et qui va dire, il entre dans la mission du magistrat de concilier les parties. Et donc là, il est officiellement écrit maintenant dans la loi que notre mission, c'est pas uniquement de trancher et de juger, mais aussi de concilier les parties. Et là, on s'est dit, dans les matières civiles, entreprises et travail, on s'est dit, voilà, nous, on peut le faire aussi. Sauf qu'il n'y avait pas de loi pour la chambre de règlement amiable, sauf en matière familiale. Et donc, à ce moment-là, toute une série de magistrats qui avaient cette fibre de l'amiable se sont dit, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Nous, on veut aussi faire des chambres de règlement amiable. OK, ça n'existe pas dans la loi, mais on est parti du principe que tout ce qui n'était pas interdit par l'ordre public, il y avait moyen de l'aménager avec l'accord du justiciable, de mettre des choses en place pour accueillir le justiciable, discuter avec lui, essayer de l'aider à trouver une solution. Et donc, on s'est inspiré, bien sûr,
de ce qui était en place dans les matières familiales pour avoir un cadre. Au niveau, par exemple, ce cadre, c'est un cadre confidentiel. Le magistrat qui aide les parties à essayer de trouver une solution, s'il n'y a pas de solution et que ça doit être tranché, ce sera un autre magistrat. Et donc, on a mis en place des choses très similaires à ce qui existe dans le tribunal de la famille. Sauf que la loi n'existait pas. Alors, il y a tous des collègues qui ont dit, c'est super ce que vous faites, mais pour un magistrat, mettre en place des procédures qui n'existent pas dans la loi, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, il y en a qui ont dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y en a d'autres qui ont dit, on trouve ça bien, mais sans loi, on n'ose pas le faire parce qu'on est quand même des magistrats, on doit appliquer la loi comme cela. Donc, du coup, c'était très simple, enfin, pas si simple que ça. On est allé voir le législateur et on lui a dit, écoutez, regardez ce qu'on fait. Venez assister à nos audiences. Venez voir comment ça fonctionne. S'il y a moyen de le faire en familial, pourquoi il n'y aurait pas moyen de faire ça dans les autres matières? Et c'est comme ça qu'une loi, en 2023, a fini par donner une assise légale, en fait, à ce qu'on appelait des projets pilotes, ces pratiques prétoriennes que toute une série de magistrats avaient mis en place. Et donc, depuis 2023, le législateur donc a confirmé que ce qu'on faisait n'était pas illégal, c'était tout à fait légal, c'était même confirmé par la loi. Ça veut dire aussi que le législateur, il a même été plus loin. Il n'a pas juste dit ce que vous faites, c'est pas de problème, c'est légal. Il a carrément dit, en fait, ça marche tellement bien qu'on va l'imposer partout, presque partout. C'est-à-dire qu'ils ont dit, à partir du 1er septembre 2025, donc c'est très frais, c'était il y a quelques mois, tous les tribunaux, première instance, entreprise, travail, cour d'appel et cour du travail, donc première juridiction et deuxième juridiction, auront l'obligation d'offrir ce service aux justiciables et donc de mettre à disposition les chambres de règlement amiable. Donc maintenant, c'est obligatoire. Donc je vous ai dit presque tous. Pourquoi? Parce que, par exemple, les justices de paix n'ont pas ce système-là. Ils font de la conciliation, mais je veux dire pas dans la même structure juridique. Par exemple, on en parlera au Conseil d'État. Ce n'est pas visé par la loi de 2023 dont je viens de vous parler. Donc, eux, ils doivent mettre en place encore des choses à ce sujet-là. Donc, ça, ils vous en parleront. Et maintenant, on voit que maintenant qu'on a cette assise légale et que donc ça a rassuré pas mal de personnes, eh bien, il y a vraiment un engouement pour le règlement amiable. Au niveau de la magistrature, beaucoup de magistrats aussi sont vraiment très enthousiastes par le règlement amiable. Comme je vous l'ai dit maintenant, c'est une autre partie de leur mission, rendre des jugements, aider les parties à trouver une solution. Je pense que ce qui est très important, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me paraît essentiel à dire, c'est que vous allez entendre, en fait, ces chambres de règlement amiable, est amiable, etc., c'est pour pallier à la longueur et au coût des procédures, c'est pour pallier aux déficiences du système judiciaire. Alors moi, j'insiste quand même sur le fait que tous les magistrats qui ont œuvré pour avancer dans le domaine de l'amiable, je peux vous assurer que leur premier but, c'était pas de résoudre l'arrêt judiciaire. Le premier but des magistrats qui ont fait ça, je vous en ai parlé au tout début de mon intervention, c'est vraiment d'essayer de redonner une humanité au judiciaire, c'est vraiment essayer de remettre le justiciable au milieu de sa propre histoire, parce que souvent, dans notre système qui s'est tellement judiciarisé, en fait, le justiciable s'y retrouve plus. L'avocat, il écrit des conclusions avec plein de termes juridiques que le justiciable, il comprend rien du tout. Avec un peu de chance, il comprendra la décision, mais parfois même en lisant la décision, il la comprend pas non plus. Donc le justiciable, en fait, lui est vraiment dépossédé de son histoire, de son problème, de son besoin. Et donc cet amiable va vraiment remettre l'humain au milieu du discours. Et je pense que les magistrats qui sont actifs dans l'amiable, eux, ça a été ça, leur moteur, ça a été ça, leur motivation. Ça n'a pas été de pallier à des déficiences judiciaires, c'est vraiment de donner une réponse humaine à cette évolution qui est un petit peu trop judiciarisée, où on perdait un peu le justiciable dedans. Et d'ailleurs, on voit, et les magistrats aussi, quand on a certains dossiers et qu'il y a des demandes qui sont faites, on se dit, mais en fait, ces demandes, c'est pas ce dont le justiciable a besoin, il a besoin d'autre chose. Et malheureusement, ou heureusement pour plein d'autres choses, mais si malheureusement, les règles de droit, parfois, elles
sont dans l'incapacité d'offrir au justiciable ce dont il a besoin. Je vous donne un exemple très simple. Vous ne pouvez pas, devant un magistrat, demander d'échanger. Ça n'existe pas dans le droit, on ne peut pas échanger. Alors qu'en amiable, on peut échanger. C'est un exemple très simple, mais c'est quand même pour vous rendre compte que c'est vraiment, il y a des limites devant le magistrat qui fait qu'on ne peut pas obtenir ce dont on a vraiment besoin parfois. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'être entendu. Et devant les tribunaux, souvent, c'est les avocats qui viennent plaider. Les parties ne viennent pas, elles n'osent pas venir ou elles ne sont pas là. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire revenir le justiciable. Dans les chambres de règlement amiable, ce sont les justiciables qui sont là. C'est avec eux qu'on parle. Et on ne parle pas de droit et du dernier article en doctrine et jurisprudence, etc. Mais on essaie de savoir quel est leur problème. Pourquoi ils sont rentrés en conflit avec l'autre. Et de clarifier toute une série de malentendus. Leur expliquer des choses qui, on vous l'a dit aussi, au niveau des peines, ici c'est pas en pénal, mais quand on explique aux parties et qu'elles comprennent, elles se disent « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas compris. Donc maintenant, je comprends. » Et donc, on peut vraiment évoluer. Et donc, c'est vraiment de restaurer le dialogue, restaurer la compréhension, remettre le justiciable au milieu de son dossier. Et autre chose, en tant que magistrat au tribunal d'entreprise, ce qui est assez intéressant, donc je fais de l'amiable, bien sûr, ce qui est éclairant, c'est que je reçois des dossiers dans lesquels j'ai déjà les conclusions. Et puis, je fais la conciliation dans ma chambre de règlement amiable, et j'ai l'impression que j'ai 2 dossiers différents. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai 2 dossiers différents. Et les solutions ne sont en général pas celles qu'on demande. C'est autre chose. Et on a maintenant, on vient de commencer une enquête pour savoir comment les justiciables ont vécu ces règlements amiables, et on voit vraiment que ce dont ils ont besoin, c'est vraiment de comprendre, de s'exprimer, d'être entendu et de chercher cette solution. Et donc voilà, je pense que la médiation, c'est en dehors du tribunal, la conciliation, le règlement amiable, c'est dans le tribunal. Ce sont 2 types de règlements amiables. On ne fait pas la même chose, ce sont des choses différentes. Donc en fonction du dossier, soit on va proposer au justiciable de venir en conciliation devant un magistrat, ou ça c'est le magistrat qui aide à trouver une solution, soit on va lui dire, dans ce cadre-ci, et comme on est un peu limité, je ne peux pas donner beaucoup de détails, vous allez dire, mais comment on fait la différence? Mais en tout cas, il y a des différences, et donc parfois on va lui dire, il vaut mieux que vous alliez voir un médiateur en dehors du tribunal, et si ça ne fonctionne pas, on vous reprend et on tranchera. Et ce qui est important aussi, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que donc tout ce règlement amiable, il est possible aussi avant procès. Donc, il ne faut pas être déjà devant le tribunal pour aller faire de la conciliation ou de la médiation d'ailleurs. On peut le faire avant le tribunal. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu non plus. C'est que lorsque vous avez un conflit, vous pouvez demander d'aller voir le juge pour faire une conciliation, alors même qu'il n'y a pas de dossier pendant devant le tribunal. Donc, il y a moyen de, vraiment, c'est de la conciliation qu'on appelle pré-contentieuse, donc avant citation, avocat, conclusion, etc. C'est vraiment avant. Donc, c'est pour vous dire que il y a une évolution énorme pour l'instant qui vraiment recentre les justiciables vers l'amiable à tous les niveaux. Et à la limite, on se demande parfois maintenant si on n'a pas trop d'offres amiables, parce que parfois on ne s'y retrouve plus. On se dit, mais entre la conciliation, la médiation, la tiers décision obligatoire, enfin, je vais pas vous faire la liste parce que vous serez complètement perdu, mais on a tellement de formules différentes pour essayer de répondre aux besoins différents que c'est vrai que quand on n'est pas spécialisé carrément dans l'amiable, maintenant il y a des spécialistes de l'amiable, on ne s'y retrouve plus. Donc ça c'est une réflexion qu'on doit avoir pour voir comment être bien accessible pour cela. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Je pense qu'il y aura toute une série de questions-réponses après. Donc, je me tiendrai à votre disposition si vous voulez des éclaircissements sur ce que j'ai rapidement balayé maintenant. Merci beaucoup, Madame Franquignoul. Alors, vous l'aurez compris, elle est passionnée par le sujet et elle a été une des pionnières. Je vois Monsieur Moreno qui est aussi là en tant que juge au tribunal du travail. Ça fait partie de toutes les personnes qui ont permis de mettre en place, au travers d'expériences pilotes et de pratiques prétoriennes, puisque la loi n'existait pas, beaucoup de choses pour répondre aux besoins du justiciable. Merci beaucoup.
Alors, les modes amiables, ça existe et on en parle même au Conseil d'État. Donc, nous avons Monsieur le Conseiller d'État qui va nous parler un petit peu du sujet, peut-être plus autour de la médiation et du Conseil d'État. Vous n'en êtes pas encore au CRA? Pas encore. Merci, c'est à vous. Merci. Je veux d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité, même si et peut-être surtout, je suis pas sûr de savoir pourquoi. Je suis pas sûr de savoir pourquoi, parce que, au risque de tout de suite tout gâcher, la justice négociée au Conseil d'État, elle n'existe pas. Il n'y en a pas, du tout. Ou plutôt, du moins j'espère, pouvoir plutôt vous dire, pas encore. Pourquoi? Mais d'abord parce que le Conseil d'État a un rôle, des procédures et un fonctionnement qui sont très différents de ce qu'on connaît devant les juridictions de l'ordre judiciaire dont on vient de vous parler. Très en résumé, le rôle du Conseil d'État n'est pas, contrairement aux juridictions de l'ordre judiciaire, de trancher un conflit entre deux personnes, mais de juger de la légalité d'un acte administratif. On a dans ce pays quantité d'autorités administratives, des gouvernements, des communes, des régions, etc., qui prennent plein de décisions qui sont des actes administratifs comme un permis d'urbanisme pour construire une maison, ou une sanction disciplinaire qu'on inflige à un fonctionnaire qui a commis une faute, ou un étudiant qui échoue et à qui on refuse son diplôme, ou à qui on refuse de se réinscrire parce qu'il n'est plus finançable. Et dans tous ces cas, lorsque la personne a introduit un recours devant le Conseil d'État, l'objet du recours, c'est de juger de la légalité de la décision de l'administration. Or, quantité de gens diront, la légalité, ça ne se négocie pas. Vous avez un juge qui va vous dire, la décision est légale ou elle n'est pas légale. C'est tout. Alors, Maître Varnin, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait très plaisir. Quand vous avez dit, les gens n'ont pas un conflit, ils ont un problème. Eh bien, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je disais, je lève un tout petit peu la couronne au sein du Conseil d'État, je disais à mes nouveaux collègues, puisque, disons-le, ça ne fait pas très longtemps que je suis là, il y a un peu plus de 2 ans et demi seulement, avant ça j'étais avocat, je leur disais, mais vous savez, j'ai été avocat pendant 24 ans, pendant 24 ans j'ai pratiqué les procédures devant le Conseil d'État, et je leur ai dit, moi je n'ai jamais vu un seul requérant qui vienne devant le Conseil d'État pour la beauté du droit. Les gens viennent parce qu'ils ont un problème. Exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en faire devant le Conseil d'État? Alors, justice négociée, le terme est, en tout cas au jour d'aujourd'hui, peu adapté à la justice administrative où la légalité joue encore toujours un rôle central. Et donc, je vais un petit peu élargir ou passer vers un autre terme, mais qui est quand même en lien étroit. Dans mon cas, est plus adapté le terme des marques, les modes alternatifs de règlement des conflits, ou, encore mieux à mes yeux, les modes appropriés de règlement des conflits. Pour ma part, je préfère très nettement se approprier au alternatif, parce que je pense que ça a d'une part le mérite de ne pas donner l'impression qu'on veut reléguer la justice ailleurs et qu'on cherche une alternative. Non, on cherche le mode qui est le plus approprié à chaque situation individuelle. Appliqué au pouvoir public, ça permet d'envisager 2 scénarios qui, eux, existent déjà et qui sont, d'une part, ce qu'on appelle les ombudsman, qu'on appelle aussi les médiateurs institutionnels. Donc, il y a quantité de pouvoirs publics aujourd'hui, et aussi d'ailleurs dans le privé, qui ont un service d'ombudsman. Et il y a aussi ce que le Code judiciaire permet, on l'a parlé tout à l'heure de la loi de 2005, la loi de 2018, je vous parlerai de la dernière version aussi, la loi de 2024. Il y a la médiation judiciaire et il y a la médiation extrajudiciaire. Et celle-là, elle est possible avec les pouvoirs publics dans le cadre de procédures devant le Conseil d'État, j'y viendrai.
Un tout petit mot brièvement d'abord donc sur les ombudsman. L'intérêt, et je préfère aussi ce terme d'ombudsman plutôt que de médiateur institutionnel parce qu'il permet, je pense, d'éviter la confusion avec les médiateurs agréés au sens du code judiciaire. Les ombudsman ont différentes missions. Il y en a une seule qui est, je pense, pertinente ici et donc je ne rappellerai que celle-là. C'est celle de traiter les plaintes et les réclamations des administrés et d'essayer, dans un dialogue qu'ils mettent en place entre l'administré et l'administration, de trouver une solution pratique au problème. L'ombudsman ne va donc pas juger de la légalité de l'action de l'administration, il va chercher une solution. Alors, ça a été dit, la médiation a fait son entrée dans le code judiciaire par une loi de 2005. À l'époque, c'est un peu l'ironie de l'histoire, l'article 1724 du code judiciaire prévoyait que la médiation ne serait possible avec les pouvoirs publics qu'après qu'une loi ou un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres aurait déterminé la liste des cas dans lesquels on pouvait mener une médiation avec un pouvoir public. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on se disait, il y a quand même des cas dans lesquels on ne peut surtout pas le faire, que sont les matières pénales et fiscales. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que pendant presque 20 ans, on a développé la médiation pénale et fiscale et on n'a pas changé l'article 1724 du Code judiciaire, qui n'a changé que par la loi du 18 juin 2018 et encore de manière très imparfaite, malheureusement. Et finalement, par la loi du 15 mai 2024, on arrive à la version actuelle qui, enfin, ne fait plus de distinction entre les personnes privées et les personnes morales de droit public, qu'on appelle les pouvoirs publics. Tous peuvent participer à des médiations telles que prévues par le Code judiciaire. Il était grand temps. Maintenant, qu'en est-il devant le Conseil d'État? Je vous le disais tout de suite, pour le moment, il n'y a rien devant le Conseil d'État. Rien, mais une toute petite lueur d'espoir dans l'accord du gouvernement fédéral du 31 janvier 2025, dans lequel la coalition en place annonce qu'elle va examiner, je cite, « dans quel domaine le fonctionnement du Conseil d'État peut être optimisé, par exemple en prévoyant une procédure de médiation ». Alors, pour l'instant, il n'y a encore rien, mais on réfléchit. C'est un premier pas. On discute en interne d'abord, de voir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. On a une petite source d'inspiration pour, en tout cas, une étape préalable à la procédure devant le Conseil d'État. Et là, je refais le lien avec les ombudsman, puisque la seule chose qui existe actuellement en termes de marque dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État, c'est un article qui prévoit que le délai dont dispose quelqu'un pour introduire un recours au Conseil d'État est suspendu lorsque cette personne a introduit une réclamation auprès d'un ombudsman. Ça, c'est pour le moment, en droit, c'est la seule chose qui existe devant le Conseil d'État. Une suspension pendant maximum 4 mois du délai dont vous disposez pour introduire un recours au Conseil d'État si vous introduisez une réclamation auprès d'un ombudsman. Première piste, pourquoi pas faire la même chose si une médiation avec un médiateur agréé est tentée. Donc pour le moment, mis à part cette une disposition, il n'y a strictement rien dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État. Est-ce que pour autant rien n'est possible? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des évolutions qui sont possibles sans modification législative. Je dirais, il faut, mais il suffit de le vouloir. Il y a des petites choses qu'on peut faire et il y a déjà des premiers arrêts du Conseil d'État en ce sens. Il y a un premier arrêt du 18 octobre 2024, qui a été l'histoire en très court. Il y a eu un recours introduit en extrême urgence contre un ordre de fermeture d'une boulangerie et de 2 appartements qui était motivé par des problèmes de salubrité et de sécurité. Le Conseil d'État en extrême urgence a ordonné la suspension de l'ordre de fermeture et a dans la foulée attiré l'attention des parties sur le fait qu'elles pouvaient tenter une médiation pour essayer de régler leur litige au fond en attendant la suite de la procédure devant le Conseil d'État.
Il y a eu un deuxième arrêt du 10 décembre 2024. Dans cette affaire-là, il y avait un tout petit mot d'explication sur la procédure devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État, vous avez un auditeur qui va donner un avis avant que le Conseil d'État ne décide. Et dans son avis, l'auditeur avait estimé que le Conseil d'État n'était pas compétent pour trancher le litige. Mais le Conseil d'État n'a pas suivi cet avis. Il a estimé qu'il était compétent. Et à ce moment-là, on s'est dit, OK, on va donc relancer la procédure, parce que quand on ne suit pas l'auditeur sur ce point-là, et que comme c'était le cas, l'auditeur n'a rien examiné d'autre, ben forcément, puisqu'il estimait que le Conseil d'État n'était pas compétent, mais ça veut dire que la procédure recommence. Et donc, ça veut dire des mois, pour ne pas dire des années de perdu. Et donc, le Conseil d'État, dans cet arrêt, a attiré l'attention des parties sur la possibilité pour elles de tenter une médiation en attendant la suite de la procédure. Et dans l'arrêt, on a fourni un hyperlien vers la liste des médiateurs agréés en matière de médiation avec les pouvoirs publics, comme elle figure sur le site Internet de la Commission fédérale de médiation. Et 6 mois plus tard, on a été informé par les parties que l'affaire était devenue sans objet. En d'autres mots, elles ont trouvé une solution. Il y a eu encore 3 autres arrêts en janvier et mars 2025 qui ont fait la même chose. Donc, il y a des pistes qui peuvent quand même être explorées. Il y a des exemples aussi dont on peut s'inspirer. En Flandre, il y a une juridiction administrative qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le contentieux des permis, permis d'urbanisme, permis d'environnement par excellence, où le législateur flamand a prévu une procédure de médiation en interne. Disons-le franchement, le Conseil d'État n'a pas les moyens de faire ça pour le moment. On peut le rêver, mais ça demanderait quand même des sous qu'on n'a pas. Autre exemple peut-être plus réaliste, les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le Conseil d'État va très fréquemment inviter spontanément les parties à tenter une médiation quand il a l'impression que le dossier s'y prête. Et ce, alors que aux Pays-Bas, contrairement à la Belgique et encore plus à la France, j'y viendrai dans un instant, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucune loi qui le prévoit. Et j'ai co-organisé récemment un colloque sur le sujet qui a eu lieu le 3 octobre dernier au Sénat avec des orateurs notamment de France et des Pays-Bas. Et en préparant ce colloque, en discutant avec une médiatrice néerlandaise qui pratique la médiation avec les pouvoirs publics là-bas, je lui expliquais que au Conseil d'État en Belgique, on n'a pour le moment aucun texte, aucune loi, et que du coup, on ne fait rien. Et elle m'a regardé avec des grands yeux, n'a absolument pas compris. Elle m'a dit, mais enfin, c'est quoi le problème? Je dis, le problème, c'est qu'on n'a pas de loi. Elle dit, nous non plus. Je dis, on s'en fout. C'est pas le problème. On le fait parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et en Belgique, il a fallu que le législateur le dise explicitement, aux Pays-Bas, ils estiment que c'est tellement évident que ça fait partie de la mission du juge de favoriser des modes amiables. Pour eux, elle m'a dit, c'est même pas une question. C'est évident que c'est la fonction du juge de favoriser cela. Et donc, ils n'ont aucun texte, mais ils le font quand même. Et même plus, dans le courrier, j'ai vu ce courrier, le courrier que le Conseil d'État envoie aux parties, il dit que si les parties suivent la suggestion, eh bien, le Conseil d'État supporte une partie des frais de la médiation. Un montant symbolique, certes, mais quand même, pour aider à y inciter. En France, là, le Code de justice administrative charge carrément le Conseil d'État français d'arrêter une liste des décisions, je cite, individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et pour lesquelles le recours à un ombudsman est obligatoire. Et donc là, c'est carrément le Conseil d'État français qui va, lui, arrêter une liste et dire, dans ces cas, eh bien, vous êtes obligé, avant de venir chez moi, de passer par un ombudsman, aux frais de l'administration. Par ailleurs,
dans les procédures judiciaires en France, le juge judiciaire peut maintenant imposer aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation, et si une partie refuse, elle peut encourir une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Donc là, j'avoue, moi aussi, ça me fait quand même un petit peu froncer les sourcils. 10 000 €, c'est quand même beaucoup. Maintenant, j'en parlais récemment, j'ai participé à une réunion avec des avocats et magistrats français vendredi dernier, un qui me disait, mais oui, mais bon, c'est jamais que pour aller à une réunion d'information. Si après ça, quelqu'un ne veut pas participer à la médiation, il n'est pas obligé. Donc, ça n'est pas non plus très engageant. Ce que j'ai appris lors de cette même réunion et que je trouvais plus intéressant, que je ne savais pas du tout, il y a des juridictions administratives en France, et notamment le tribunal administratif de Strasbourg, qui signent des conventions de médiation avec des pouvoirs publics. Et donc là, c'est la juridiction administrative elle-même qui signe une convention avec différentes autorités administratives par laquelle ces autorités s'engagent à promouvoir les modes alternatifs. Et le tribunal administratif de Strasbourg prépare en ce moment un projet de convention avec l'université de Strasbourg, par laquelle l'université s'engage à tenter une médiation pour tous les litiges, notamment en matière de personnel. En Belgique, je fais un petit clin d'œil, j'y résiste pas, en une autre ancienne qualité qui était celle de membre de la Commission fédérale de médiation. La Commission fédérale de médiation a, vous l'avez peut-être vu il y a quelques mois, à l'occasion de la célébration des 20 ans de la loi de 2005, promu une charte des marques à faire signer par des entreprises. Ma foi, cette charte, elle est extrêmement brève. Elle tient, voilà, j'ai imprimé en format 14, ça tient en même pas un tiers de page A4. Donc, à nouveau, ça n'est pas beaucoup, ça n'est pas tellement engageant, mais psychologiquement, je pense que c'est pas mal. Les entreprises qui la signent s'engagent à tenter de résoudre leurs litiges de manière rentable et efficace en examinant si une solution amiable est possible et en incluant, là où c'est possible, des clauses appropriées de règlement amiable dans leur contrat. Pourquoi ne pas imaginer ça, par exemple, dans tous les contrats de marché public? Et ces entreprises aussi désignent au sein de l'entreprise un point de contact chargé de veiller à cet état d'esprit, de promouvoir cet engagement et de servir de référent pour les collaborateurs, ainsi que de diffuser cette charte auprès de leurs relations clients, partenaires et collaborateurs. Pourquoi pas imaginer le même type de charte pour les pouvoirs publics? Je vous parlais de cette réunion la semaine passée, c'était à l'occasion de la présentation par Karim Salem de sa thèse de doctorat sur la médiation avec les pouvoirs publics. Et il disait notamment ceci que je voudrais partager avec vous. Il disait: la médiation administrative n'est pas une voie alternative, mais un outil supplémentaire pour le juge. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, comme il disait, un outil permettant d'améliorer la qualité de la justice. Je fais le lien à nouveau, et je terminerai par là, avec cette idée qui me plaît vraiment beaucoup dans cette charte de la Commission fédérale de médiation, de promouvoir un état d'esprit. Parce que je pense que fondamentalement, c'est surtout de ça qu'il s'agit. Et je termine en vous racontant une toute petite anecdote que je raconte souvent, qui remonte à il y a 15 ans maintenant, quand je suivais ma première formation en médiation civile et commerciale, en 2011. À l'époque, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais avocat, j'étais notamment souvent avocat de pouvoir public, et j'avais une réunion de prévue avec un ministre, et j'attendais dans la salle d'attente avec le président du comité de direction du service public fédéral concerné, qui était quelqu'un que je connaissais depuis déjà un petit paquet d'années, et comme on poirote, il me demande, qu'est-ce que vous faites beau en ce moment? Et je lui dis, je suis une formation en médiation. Il dit, qu'est-ce que c'est? Donc j'entreprends de lui expliquer un petit peu ce que c'est la médiation, et il me regarde comme ça, un drôle d'air. Médiation. Moi, je fais pas de médiation. Moi, je décide.
Et si les gens sont pas contents, il y a des voies de recours. Et si le juge me donne tort, eh ben ok, je respecterai sa décision. Mais entre-temps, moi je fais pas de médiation, je décide. Et puis, à peine quelques mois plus tard, ce monsieur prend sa retraite, parce qu'il était en fin de carrière, et bon, vous le savez, ça vient de temps en temps dans la presse, les procédures de sélection des hauts mandataires dans la fonction publique, ça prend un certain temps. Et donc souvent, on nomme quelqu'un ad intérim pendant le temps de la sélection, ce qui était le cas ici. Et la personne qui est nommée président du comité de direction ad intérim était aussi quelqu'un que je connaissais depuis un petit temps. Et il me passe un jour, il m'appelle et il me dit « Dites maître, maintenant que je suis président du comité de direction et que je vois tous les dossiers qu'on a, je trouve quand même qu'on a beaucoup de dossiers. Il n'y a pas moyen de négocier un petit peu de temps en temps ?» Voilà.